Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur languedocien, de la régionale à la fédérale. Aujourd'hui c'est jeudi et le jeudi c'est le MAG et cette semaine on fait une émission spéciale avec nos amis arbitres pour nous expliquer les nouvelles règles qui vont entrer en vigueur à partir du week-end du 8 et 9 février. Donc avec moi aujourd'hui je reçois Manu Jodard. Salut Manu. Bonjour Guillaume. Je reçois également Fred Chazal. Salut Fred. Salut Guillaume. Et en visio avec nous avons notre arbitre du comité catalan Ludovic Carrillo. Salut Ludo. Salut Guillaume. Salut à tous, donc aujourd'hui voilà, on reçoit ces arbitres pour, vous avez bien noté qu'on a pris chacun de nos territoires, un arbitre héroltais, un arbitre catalan, un arbitre de l'Aude, pas de jaloux, pour expliquer donc ces fameuses règles qui ont été sorties par World Rugby, qui vont être appliquées à partir du 9 février. La FFR a décidé d'étendre leur application du secteur pro jusqu'au secteur amateur, donc jusqu'aux jeunes, hein. Tout le monde est concerné, donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu intéressant de faire un point avec tout le monde pour voir, ça sonne Ludo, fais gaffe, pour faire un point pour que tout le monde comprenne un peu ces nouvelles règles qui ont été édictées pour favoriser la vitesse de l'espace et surtout les phases de conquête. Elles sont axées autour de trois points. Une première partie qu'on va survoler, c'est le chronométrage. Donc le chronométrage des tentatives de transformation et de formation d'un alignement. Alors c'est sûr qu'en top 14 et Pro D2, messieurs, vous qui avez l'habitude, et en national, qui avez l'habitude d'officier dans ces niveaux-là, c'est peut-être plus facile à contrôler et à utiliser. En secteur amateur, on est bien conscient que c'est plus du bon sens et d'inciter les joueurs à jouer rapidement sans être vraiment à surveiller au chrono. Que eux, dans un stade régional, je vois bien au stade de Millas, Dédé Fayou sortir sa petite pancarte avec marqué plus que 28 secondes. Non, je pense que c'est plus voilà, essayer de dynamiser le jeu. Je pense qu'il y aura plus droit à des remontrances peut-être qu'à des pénalités ou quelque chose sur cette phase de jeu-là, surtout dans le secteur amateur et chez les jeunes. Donc on va attaquer par la protection du demi de mêlée. Et la protection du demi de mêlée, donc autour de la mêlée dans un premier temps avec toi Fred. On va vous montrer le petit slide qui est plutôt pas mal fait. Donc la règle qui dit qu'une fois que la mêlée donc, est commencée, le demi de mêlée de l'équipe qui n'est pas en possession du ballon doit se positionner près de la mêlée sans qu'aucun de ses pieds ne dépasse la ligne médiane du tunnel. Et si ce n'est pas le cas, ce sera une pénalité. Donc on a une petite vidéo que tu vas pouvoir commenter Fred. Oui, en effet, donc on voit une introduction avec le 9 noir qui va introduire le ballon, la mêlée est prête et à ce moment-là, en défense, le 9 bleu qui se met donc à proximité de la mêlée. Proximité, c'est à peu près 1 mètre et là, il est bien en jeu, il fait l'effort de reculer, de ne pas franchir simplement cette ligne de remise en jeu, cette ligne de hors-jeu qui passe par l'axe du tunnel pour laisser justement de l'espace au 9 pour extraire le ballon. Ouais, on le voit sur les petits schémas, donc il a deux options sur l'introduction de la mêlée. Soit il se met dans l'axe de la mêlée, donc c'est la position B, reculée de 5 mètres, soit il se met à côté de la position A, à côté du 9, mais sans dépasser le tunnel. Tout à fait. Alors, donc, en position A, donc, on voit qu'il est à proximité de son vis-à-vis. Il va introduire le ballon, donc proximité 1 mètre, je vous l'ai dit. Bien sûr sans gêner son adversaire pour l'introduction propre du ballon. Et ensuite, soit il reste dans sa position là sans dépasser cette ligne médiane du tunnel, soit ensuite il peut prendre l'option de reculer, et on verra sur le slide d'après, reculer derrière les pieds du dernier participant à la mêlée, donc là en l'occurrence du numéro 8. Utiliser toute la latitude sur la largeur du terrain. Il peut naviguer comme bon lui semble. Et il peut aussi participer en position C, c'est-à-dire aller avec les non-participants à 5 mètres de la mêlée. Par contre, là, une fois qu'il a fait le choix, il ne peut plus... Exactement. Dès lors qu'il a fait le choix de partir en position C, donc avec les non-participants, là, il ne peut plus revenir à hauteur de la mêlée, ou même derrière les pieds de son 8. Ok, tout ça, c'est dans le but, voilà, sur les mêlées,
une fois que le ballon est digéré et dans les pieds du 8, de favoriser la bonne extraction du ballon. Voilà, de façon à ce que le 9 adverse puisse utiliser le ballon vraiment sans pression et avoir un espace un peu plus confortable pour extraire le ballon, en effet. Ouais, tout à fait. Donc après, il y a, dans le même ordre d'idée, la protection du joueur en position de demi de mêlée, mais sur les rucks. Et donc ça, c'est Ludo qui va nous en parler. Donc la règle exactement dit qu'un joueur qui a fait partie du ruck ne peut pas intervenir sur un adversaire qui se trouve près de ce ruck à moins d'1 mètre et qui tente d'en faire sortir le ballon. Donc ce qui entraînerait une pénalité. Donc on le voit là sur le petit slide. Dans cet exemple, la numéro 13 blanche intervient illicitement sur les bras de la numéro 9 bleue. Voilà, il faut que je lance la vidéo, sinon c'est pas bon. Là, ouais, voilà, exactement. Donc là, en fait, on voit la joueuse, le 13 blanc, qui est participante au ruck. Et du moment aujourd'hui qu'elle participe au ruck, elle ne peut plus intervenir sur le 9 ou le relayeur, parce qu'on parle du 9, mais c'est pas, je précise, uniquement le numéro 9, c'est aussi le relayeur, parce que c'est pas forcément le 9 qui peut se retrouver à ce moment-là en position de relayeur. Bien sûr, Donc, ce joueur qui est participant au ruck aujourd'hui ne peut plus venir intervenir sur le joueur en position de relayeur. Dans la même continuité, le joueur qui a fait partie du ruck ne peut pas intervenir sur un adversaire qui se trouve à moins d'1 mètre. Voilà, et qui tente à faire, c'est exactement ce qu'on était en train de dire. Donc il y a une deuxième vidéo, c'est ça. Je cherchais le deuxième slide. Voilà, c'est bon. Donc là, tu vois le joueur, on voit le joueur orange, le 3 orange qui est participant au ruck et qui continue à venir dans son pressing, venir impacter le joueur en position de relayeur blanc. Aujourd'hui, il n'a plus cette possibilité-là. Donc sa seule possibilité, c'est de venir contester. Il en a toujours la possibilité, mais à aucun moment, il doit faire action sur le relayeur. D'accord. Là, c'est toujours pareil, dans la même optique de favoriser la libération du ballon, voilà, et la multiplication des temps de jeu. C'est un peu comme sur le principe de la mêlée où souvent on avait les deux demi de mêlée qui se cherchaient, qui se suivaient, oui, où il y avait un 9 qui pouvait venir un peu pourrir la sortie de balle. Là, c'est un peu le même principe sur le rec ou sur le mall qu'on verra tout à l'heure. On veut plus de ces joueurs-là qui viennent pourrir un peu ces sorties de balle, mais avec le seul but d'amener une certaine continuité au jeu. Voilà, ben justement, la protection du demi de mêlée, enfin, ou du relayeur après le maul. Donc un joueur qui fait ou qui faisait partie du maul ne peut pas intervenir sur un adversaire près de ce maul, donc à moins d'1 mètre, ou qui tente d'en faire sortir le ballon, ce qui entraînera une pénalité. Donc là, on enchaîne avec une vidéo du 15 de France. Voilà, donc là on voit, donc il y a un focus sur le 5 vert, le 5 vert qui est participant au maul, qui est en position légale, qui en gardant sa liaison pouvait jusqu'à maintenant venir intervenir sur le 9. Aujourd'hui, il n'en a plus la possibilité. Il est participant au maul. Le relayeur se trouvant dans cette zone des 1 mètre, il ne peut plus intervenir. Voilà, il faut imaginer qu'il y a un cercle autour du relayeur ou du 9. Il fait 1 mètre et là, on n'a plus le droit de s'en approcher. Sur cette zone des 1 mètre, voilà, le relayeur est protégé pour sa sortie de balle. Comme disait Alain, d'ailleurs, Alain qui avait hâte de faire cette émission avec vous et qui malheureusement, protocole commotion, il a dû partir. Comme disait Alain, ce sera peut-être l'occasion de voir un peu moins les fameuses chenilles qui visaient à sécuriser le coup de pied, le box kick derrière les rucks. Peut-être pas besoin d'en faire autant. Du coup, oui, en effet. Avoir des joueurs qui seront utilisés différemment pour créer des brèches ou pour défendre. Après, on va passer donc à la troisième règle. C'était l'alignement, mon cher Manu. Donc l'alignement, le lancer n'est pas droit. Le lancer doit être lancé droit le long de la ligne de remise en jeu. Donc ça, c'est la règle classique. Sanction si le lancer est réalisé vers un joueur de l'alignement pas droit et que l'équipe qui n'effectue pas le lancer ne soulève pas un de ses joueurs pour lutter pour le gain du ballon, le jeu doit continuer. Exactement, c'est pour amener de la continuité du jeu au niveau de la touche. Si l'équipe qui n'a pas le lancer du ballon ne saute pas, l'équipe qui a la possession du ballon gardera cette possession. Alors ça, c'est une règle plutôt intéressante. Je pense qu'on va l'avoir souvent dans les niveaux inférieurs où une touche sur 2, on va pas se mentir messieurs, n'est pas forcément très droite. Après, si quelqu'un saute, à partir du moment où c'est lifté, la règle, elle bouge pas. Dans tous les cas, il y aura... C'est ça. À n'importe quel endroit
n'importe quel bloc, même si ça saute en premier bloc et que le ballon est lancé en troisième bloc, si ça n'est pas droit, ce n'est pas droit. Voilà. Du moment qu'un bloc saute, et un bloc peut être constitué que de 2 joueurs. Donc, de 2 joueurs. Un sauteur et un lifter qui le lève. D'accord. Il faut qu'en fait il y ait un lift crédible, une opposition, un contest crédible en face en fait. Voilà. Oui, voilà, il faut vraiment faire l'action de s'engager et de sauter et d'essayer d'attraper le lift. On verra aussi quelque chose d'intéressant sur le dernier PowerPoint où il y a la zone. Le lancer sur le joueur, c'est pas lancer hors du couloir. Si un joueur va chercher le ballon 1 mètre dans son camp, la touche ne sera pas droite. D'accord. Même si un joueur n'a pas sauté en face, il faut un lancer crédible. Il faut un lancer qui soit un minimum s'il avait été lifté, aurait pu être crédible. Contesté. Voilà. Ok, ben justement, c'est la vidéo d'après, il me semble, sur le lancer des All Blacks contre les Irlandais. Où là, c'était clairement, le ballon était dans le camp des Néo-Zélandais. Donc effectivement, si le lancer est 1 mètre dans le camp, ça reste pas droit. Et donc du coup, ça redonne pareil, mêlée ou touche. Une petite précision sur les lancers, sur une situation comme celle-là, il y a un bémol parce que même si le lancer n'est pas droit, il n'y a pas de contest, il n'y a pas d'opposition, on peut la jouer. Cette situation-là. La précision avait été apportée qu'il faut que le joueur lance et la volonté de lancer dans le couloir. Là, c'est pas délibéré, donc c'est de la mauvaise réalisation technique. Donc il n'y a pas de saut en face, il n'y a pas de contest en face, on joue. D'accord. Ok. Et la précision qui est apportée, c'est que c'est les lancers qui sont sur les premiers blocs doivent être systématiquement droits et les lancers qui sont au-delà des 15 doivent être systématiquement droits. Voilà. Ok. Donc là, il y a des petites nuances quand même si je lance au niveau des 5 mètres, il faut que mon lancer dans toutes les situations soit droit. D'accord. Peu importe contest ou pas contest. Et au-delà des 15, contest ou pas contest, il faut que le lancer soit droit. D'accord. Voilà. Oui, c'est des petites nuances. Le petit schéma l'explique bien sur l'avant-dernière page. Allez, alors attends, je vais te le chercher. Il est là. Voilà. Donc on voit bien que là, le lancer qui parcourt tout juste 5 mètres ou plus de 15 mètres doit nécessairement être droit, suivre la ligne verte, voilà. Donc effectivement, ce sont des règles qui vont certainement nécessiter un petit temps d'adaptation, même si je pense surtout celle de la touche, parce qu'après, et peut-être celle des rucks, parce que celle sur les mêlées, en soi, si l'arbitre communique à son œuf de plus avancer, voilà. Sur les rucks, on aura toujours peut-être, parce que là c'est tout le monde qui peut y aller, toujours quelqu'un qui aura peut-être plus envie que les autres d'attraper le relayeur. Tandis que bon, on le sait que sur une mêlée, ben là c'est 9 entre 9, quoi. Et donc maintenant la règle, normalement, il devrait la saisir assez rapidement. Et c'est surtout cette histoire sur les touches qui va vraiment... Sur le lancer pas droit sur les touches, c'est surtout en fait le bloc 2, le bloc 3. C'est ce qui va concerner surtout le bloc 2, le bloc 3. S'il n'y a pas d'opposition sur ces zones de saut, on favorise la continuité du jeu. Voilà. Dans tous les cas, oui, les 3 règles, de toute façon, ce sont des règles qui ont pour but de fluidifier et d'accélérer le jeu, de diminuer un maximum les temps morts. Faire un petit point avec vous, Manu. Donc toi, tu es un arbitre qui représente l'Hérault, qui officie dans le corps des arbitres de touche de national. Arbitre assistant de national, oui. C'est vrai, arbitre assistant. C'est important d'utiliser les bons termes. Donc tu es arbitre en assistant donc jusqu'à la nationale et puis après dans les séries de fédérales et jusqu'en régionale. Non, pas en fédéral, juste en régionale. On peut officier au centre à partir de la régionale 1 après et jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Toi, Fred, toi, tu es licencié au club de Metz. C'est ça. La piraterie mézoise, d'ailleurs, qui a gagné ce week-end. Le derby contre Frontignan. Frontignan, et en plus, il me semble que tu files un coup de main à l'équipe première. Oui, je les aide dans le management des fautes. Bon, c'est bien. Fred, toi, tu es donc le représentant des arbitres de l'Aude. C'est ça. Et toi, en plus, toi, tu es le chef, non, de l'Aude?
Oui, c'est un grand mot quand même. Parce que je savais que tu allais me dire la bonne dénomination. Non, il n'y a pas de chef, c'est plus un manager. Le manager. Voilà. Je suis l'étiquette officielle, c'est directeur départemental de l'arbitrage pour le département de l'Aude. Voilà, je suis quand même aidé par de nombreuses personnes autour de moi qui œuvrent pour le département et pour la cause de l'arbitrage. Tu as le même poste, mais dans l'Hérault avec... C'est Pascal Fayet qui a le même poste. Moi, je suis adjoint du côté de Béziers et Sébastien Rodriguez adjoint du côté de Montpellier. Ok, bon voilà. Comme ça, au moins, tout le monde est à son poste, tout le monde est au bon endroit. Et donc, toi, tu officies donc arbitre assistant, Pro D2 et Top 14. C'est ça. Arbitre assistant, Pro D2, Top 14, et comme Manu, quand on n'est pas utilisé en secteur professionnel, on refoule les stades champêtres. Qui sont bien maintenant les stades. On a connu pire à l'époque. Pas tous, ne commence pas. Non mais si, c'est vrai, ils sont quand même pas mal. Et le dernier arbitre donc, qui était avec nous cet après-midi, c'est Ludovic Carrillo, licencié à l'US Millas, Régional 1, leader de sa poule. Et tu peux bomber le torse, Ludo, quand même. Un peu. Et la montée en Fédéral 3 est plus que jamais d'actualité. Et toi, par contre, tu arbitres en Top 14 et en Pro D2. Voilà, je fais le centre en Pro D2 et je suis amené à faire l'arbitre assistant en Pro D2 et Top 14. Ouais, vous êtes de... Toi, t'as joué? Oui, t'as joué. Vous êtes tous d'anciens joueurs, Ludo, toi aussi, tu as joué? Ouais, après moi j'ai arrêté relativement jeune suite à une opération au niveau de l'oreille. Donc moi j'ai basculé très jeune. Moi je fais partie de la génération des arbitres qui ont basculé plutôt jeune dans l'arbitrage. Donc moi j'ai basculé à 16 ans dans l'arbitrage. Donc aujourd'hui ça fait quelques années, ça va faire 20 ans que j'arbitre. Par rapport à d'autres qui ont joué jusqu'à tard et qui sont venus tardivement dans l'arbitrage. Voilà, donc, ce qui est bien, voilà, quand c'est des arbitres qui ont joué, c'est que vous avez quand même une sensibilité, mais je pense quand même que maintenant, une majorité d'arbitres sont des anciens joueurs qui ont cette sensibilité, qui savent un peu comment ça se passe sur les terrains et qui sont plus dans le dialogue. Enfin, moi, je le vois sur les terrains fédéraux que je fais maintenant, où en plus, maintenant, on leur met avec CRB lors des lives les micros, donc on entend leurs échanges, où tu sens vraiment que ça discute et que il y a de la communication entre les arbitres et que ça se passe vraiment. Enfin, moi sur les matchs que j'ai fait, j'ai jamais eu à noter de mauvaise attitude d'un arbitre envers un joueur ou d'un joueur envers un arbitre. Il y a toujours ce respect-là et cette communication pourrait justement. Souvent les arbitres disent oui mais là vous avez fait faute à cause de ça. Enfin, ils reviennent même sur les temps morts suivants pour expliquer pourquoi ils avaient sanctionné. Donc moi je trouve que c'est vachement bien. Il faut garder cet échange de proximité. La communication, c'est primordial. Après, la communication, c'est l'essence même de l'arbitrage. Donc restons ouverts, ne cloisonnons pas les différentes fonctions, les différentes sphères. L'arbitrage, ça fait partie du sport, c'est comme jouer. L'arbitre n'est pas là pour gâcher la fête, au contraire. Donc c'est pour que tout se passe bien. Et même moi j'ai eu des matchs où les arbitres ils plaisantaient avec les joueurs, donc c'est vraiment, tu vois qu'il y a un bon état d'esprit, c'est agréable, c'est plus agréable de voir des matchs comme ça où tu entends les arbitres, je vais pas vous le dire parce que j'ai pas envie, mais voilà. Moi ce que je trouve dommage, c'est que on en parlait avant l'émission, voilà, c'est dommage que tous les spectateurs ne puissent pas entendre ce genre de choses, parce que souvent ça éclairerait les gens dans les tribunes de pourquoi. Moi souvent je le vois, j'en parlais avec vous tout à l'heure, mais je le redis là, souvent quand je fais les matchs de fédéral, quand tu arrives à la troisième mi-temps, les gens disent ouais l'arbitre. Mais l'arbitre il leur a dit 4 fois avant de siffler faute ou de mettre le carton, 4 fois il leur a dit de pas le faire. Donc au bout d'un moment, il a été logique, il a sanctionné. Et puis généralement, il le dit d'un côté, il le dit de l'autre. Ça, je pense, redorerait un peu la fonction d'arbitre qui souvent est malheureusement pas assez mise en valeur et souvent dénigrée, alors que dans les arbitres, il n'y a pas de match, les gars. Après aussi, c'est à nous, arbitres, à être assez clairs sur nos coups de sifflet, nos gestuels, pour que tout le monde comprenne au bord du terrain. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on essaye d'enseigner aux jeunes arbitres, d'être clair pour tout le monde, pour les entraîneurs et pour le public. C'est une des choses très importantes dans l'arbitrage. Niveau arbitrage, là, on est... je sais qu'effectivement, tout le monde cherche, que ce soit les joueurs ou les arbitres,
vous êtes sur une dynamique où ça progresse, le nombre de jeunes qui veulent s'y mettre? Vous êtes stable, ça... Donc, dans ma zone d'action, dans l'Aude, non, cette année, on a quand même eu 10 ACF qui sont arrivés, donc arbitres en cours de formation, qui nous ont rejoints. C'est quand même un très bon recrutement. Voilà. Maintenant, le plus important, c'est fidéliser. Pour fidéliser, il faut arbitrer, il faut de la pratique et leur montrer un petit peu qu'il y a une carrière à faire. Oui. Un joueur va toujours essayer de viser forcément le plus haut niveau, mais à un moment donné, on peut se poser la question. Je joue en Régional 2, Régional 3, et loin de dénigrer le niveau, parce que j'adore arbitrer à ce niveau-là. Mais c'est se dire, tiens, mais si je bascule arbitre, peut-être que je peux toucher quelque chose de plus haut. Oui. C'est ça qui est aussi palpable, voilà, faire palper tout ça. Ouais. La progression. Pour relayer un peu les propos de Fred, moi je prends mon cas, jamais j'aurais pu espérer un jour fréquenter le niveau professionnel en tant que joueur. Et aujourd'hui, je fréquente ce milieu-là, je travaille aujourd'hui quotidiennement avec les staffs, avec les clubs professionnels, et c'est quelque chose aujourd'hui qui est important de prendre en compte. Voilà, aujourd'hui, c'est une carrière qui est possible aujourd'hui d'être arbitre de rugby et de ne pas avoir peur de se lancer. Voilà, c'est une expérience qui fabrique un homme, parce que moi j'ai commencé à 16 ans et j'ai commencé à arbitrer dans des clubs pour pas nommer, hein, et ça forge, hein, quand tu vas commencer à Sijan, à Villemostoussou ou à Quillan, parce que les arbitres catalans, c'est là où on va se faire les dents, ça forge un homme. Et pas les autres, ça commence. Mais parce que c'est nos premières rencontres quand il faut un peu se forger, et du coup, c'est des expériences, et au fur et à mesure, on gravit des échelons. Et on se construit une carrière et une vie en tant que sportif, mais aussi en tant qu'homme. Donc, moi, j'encourage vraiment tous les jeunes qui sont entre deux à venir tester et prendre goût à l'arbitrage. Voilà. Et en plus, toi, Ludo, on en parlait en off, et quand même si tu es un arbitre professionnel, tu es quand même resté au contact de ton club amateur, puisque tu es intervenu hier à Mias avec les jeunes. Vendredi, tu vas le refaire pour les seniors, donc tu vas quand même garder ce lien vraiment avec ton club. Oui, moi, même si aujourd'hui je suis arbitre professionnel, je suis à la disposition de mon club. Quand Dédé Fallieux m'appelle à chaque fois, je suis toujours à leur disposition. Hier soir, j'étais avec les moins de 19, justement pour ces nouvelles règles. Vendredi soir, donc, je serai avec la première qui a des échéances importantes à venir. Voilà, donc il est important que la discipline soit comprise de tous, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce soit en R1 ou en top 14, on ne peut pas gagner un match en ayant autant de pénalités concédées, et qu'il est important aujourd'hui, si on veut être performant, de pouvoir assimiler la règle et le règlement. De toute façon, quasiment toutes les équipes pro font appel aux arbitres pro pour venir les aider et décortiquer les phases de jeu. Et donc je pense que vous participez aussi en amateur, toi, ton club de Metz même. Et je pense que s'il y a d'autres clubs qui vous appellent, ça m'étonnerait que vous leur dites non, je ne peux pas venir. Il y a des arbitres référents par canton, en fait. Voilà. Sur le nôtre, c'est avec Thomas Martinez, qui évolue en Fédéral 2. Et n'importe quel club, donc Sète, Frontignan, Metz, Agde, n'importe qui demande à quelqu'un à disposition, voilà, qui peut faire intervenir. Et ça, c'est important que tout le monde le sache. C'est important ce qu'il dit, parce que moi qui suis licencié affilié à Mias, j'ai le SCAR qui m'a appelé cette saison pour faire des entraînements dirigés avec les jeunes. Et donc je suis allé 2 fois cette saison faire des entraînements dirigés avec les jeunes, parce qu'ils avaient besoin, lors de mise en place, d'avoir quelque chose de carré avec de l'arbitrage, et notamment en fin de séance ou pendant la séance, d'expliquer, de faire comprendre la règle aux jeunes. Donc oui, c'est pas uniquement Ludo Cario, il ne va pas uniquement à Mias. Si on a besoin, on nous appelle, on se rend disponible pour les clubs. Moi, en l'occurrence, du département du pays catalan, des PO. Ouais, mais c'est vraiment important de
le redire, et c'est bien que vous soyez venu à l'émission parce que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, les arbitres, on est tout le temps là à dire les arbitres ci, les arbitres là. Nous, on se fait un point d'honneur à l'émission, en tout cas, à chaque fois qu'on nous envoie des résumés où on nous dit que l'arbitre a été bon, à chaque fois, on est obligé, enfin, j'oblige Alain, et on le cite obligatoirement le nom de l'arbitre. Par contre, on reçoit aussi des résumés où l'arbitre n'a pas été bon. Là, on dit rien, hein, parce que là, tout est subjectif et tout le monde peut faire des erreurs, donc là il n'y a pas de souci, mais moi je pense que c'est une fonction qui est indispensable, enfin je pense, tout le monde pense ça, c'est une fonction indispensable, on ne peut pas faire de match sans arbitre, mais par contre on est les premiers à leur gueuler dessus, mais il n'y a pas grand monde qui sont capables de les mettre en valeur et de les féliciter, de le dire voilà c'est bien ce que vous faites aussi, donc c'était l'occasion pour nous, en vous recevant, de vous mettre à l'honneur aussi d'un côté, et peut-être comme l'a dit Ludo, d'attirer des gens qui peuvent faire une carrière, Fred aussi. Hein. Beaucoup d'arbitres qui nous rejoignent à peu près, tu vois, la tranche de 30-35 ans, un peu fait une carrière, et j'entends parler d'arbitrage, je vais y aller, essayer. Et quand ils se prêtent au jeu, qu'ils commencent un peu à rentrer dans le truc, tu vois, ben, la première phrase qu'ils disent, c'est « si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt ». Et ça, mais tu peux tous. C'est vraiment la phrase qui est reprise par tout le monde. Tu vois, quand tu me dis ce genre de truc, je pense à deux arbitres qui me viennent à l'esprit, qu'on a souvent cités dans les très beaux arbitres qui sont d'anciens joueurs. J'ai un Catalan, tu dois le connaître, Ludo, Jean-Henri Soulier. Oui. Il y a un ancien joueur vers chez toi, Fred, il s'appelle Alban. Grotti. Pareil, parce qu'en plus, non seulement des très beaux arbitres, c'était des très beaux joueurs, oui, et ils sont quand même assez imposants, tu vois. Donc quand ils se mettent un peu au milieu, tu vois, ils sont capables de dire au mec, bon, tu vas pas me la faire parce que je l'ai faite avant toi, quoi. Donc oui, c'est important de ce genre de transmission. Bon, Manu, toi aussi, mais t'es pour moi un peu plus... Je commence à 30 ans, mais je suis pas très grand. En tout cas, messieurs, je vais vous remercier. Ludo, merci à toi d'avoir pris de ton temps avant de retourner t'entraîner pour participer et nous aider à ces éclaircissements. Manu, merci beaucoup. Fred, merci beaucoup. Merci Guillaume. En tout cas, j'espère que si jamais il y a d'autres choses ou vous avez d'autres occasions, vous avez besoin de communiquer, n'hésitez pas, vous me contactez et on vous accueillera. J'espère qu'Alain ne fera pas la contracture du bas du dos de la dernière minute et pourra vous accueillir. Non, il avait un rendez-vous professionnel. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on vous a reçus. J'espère que cette émission vous aura appris des choses et appris à comprendre un peu mieux ces nouvelles règles qui vont entrer en vigueur. Donc à partir du 9 février, on le rappelle, le chronométrage sur les mises en place des pénalités et des touches et des mêlées, la protection du 9 sur les mêlées et les rucks, et les lancers pas droits seront possibles, qu'on pourra jouer ou pas en fonction de si ça fait plus de 15 mètres, moins de 15 mètres, j'ai déjà perdu la règle, c'est bon. Non, c'est bon, je me rappelle, il faut qu'il y ait un lifter, sinon on bloque ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. On se dit, pas de match ce week-end, donc on se dit à la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Merci. Merci à vous. Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.